Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous remercie d'être Madame la rapporteure. Donc, nous nous retrouvons pour une audition plénière de la commission d'enquête pénurie de médicaments qui s'intitule celle-ci, cette table ronde, regard croisé sur les pénuries de médicaments. Vous êtes issus d'horizons différents et c'est ce qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, nous entendons plusieurs associations, organismes que nous pourrions qualifier de grands témoins. Voilà, c'est ce qu'on attend de vous, des pénuries de médicaments et de leurs conséquences, que ce soit au niveau de la prescription ou derrière pour la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Nous avons jusqu'à maintenant recueilli les constats et les analyses des institutionnels, donc la NSM, la HAS, le CEPS, la DGS, donc, pour planter un peu le décor des différentes institutions présentes sur ce sujet. C'est aujourd'hui les acteurs de terrain, donc les usagers et prescripteurs des médicaments issus de divers secteurs médicaux que nous entendrons afin de vérifier la convergence ou la divergence des constats qui nous ont été fournis par les institutionnels et des réponses qui nous ont été faites. Donc, sont présents autour de la table le professeur Pierre Albaladejo, c'est ça? C'est bien prononcé? Président de la Société française d'anesthésie et de réanimation, votre association, la SPHAR, s'est donné pour mission de promouvoir la recherche et les bonnes pratiques dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation. Ce n'est hélas pas la première fois que vous tirez la sonnette d'alarme sur le sujet des pénuries de médicaments, puisque dès 2011, vous dénonciez, je cite, l'intensification des ruptures, déjà récurrentes, mais aussi ce que l'on voit arriver, l'arrêt commercial pour raisons économiques touchant des produits indispensables et sans alternative. Le constat reste le même aujourd'hui, ou par manque de matières premières. Vous nous direz si ces prédictions se sont vérifiées et nous donnerez votre appréciation sur les mesures qui ont été ou non prises pour y remédier. Madame Sophie Beaupère, en face de moi, déléguée générale Unicancer qui fédère les 18 centres de lutte contre le cancer. L'une des missions de ces centres est de permettre au plus grand nombre de personnes touchées par le cancer d'avoir accès à des soins innovants et de qualité, notamment par une politique d'achat spécifique, par des programmes de recherche et essais cliniques et par la mutualisation des connaissances et des expériences. Vous pourrez nous parler des pénuries qui frappent aujourd'hui plusieurs traitements anticancéreux essentiels et nous préciser l'importance des pertes de chance qui en résultent pour les patients. Et vous nous direz aussi si le système français garantit selon vous un bon accès aux médicaments innovants, qu'il s'agisse de leur autorisation ou de leur tarification. Monsieur Pierre Chirac, rédacteur de Prescrire, édité par l'association Mieux Prescrire. Prescrire, c'est donner pour mission d'apporter une information de qualité aux professionnels de santé dans l'exercice de leur activité, notamment en ce qui concerne les médicaments. Vous publiez notamment un palmarès des médicaments apportant de réels progrès thérapeutiques et faites une revue de nouveaux traitements, des nouveaux traitements disponibles. Vous pourrez évoquer devant nous l'impact de l'innovation sur l'accès aux soins et nous éclairer sur le différentiel thérapeutique réel entre médicaments innovants et médicaments matures, l'objet de beaucoup de questionnements. Peut-être pourrez-vous vous aussi évoquer l'intérêt et les dangers de la substitution d'un traitement par un autre, parfois incontournable dans un contexte de tension sur l'approvisionnement, sujet auquel nous avons été tout récemment confrontés. Le professeur Luc Frimat, président de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, la SFNDT, à un contexte par ailleurs difficile d'accès à la dialyse fortement compliqué, s'ajoute la pénurie d'un traitement anti-rejet important, le belatacept. Vous pourrez nous présenter plus en détail ces cas de rupture d'approvisionnement et la manière dont les professionnels peuvent y trouver des solutions, ce qui, évidemment, n'est pas d'une très grande simplicité. Et enfin, Madame Ivani Caillé, fondatrice et vice-présidente de Rénalo, on dit, je crois, association de patients atteints de maladies rénales qui gère notamment un site internet de partage d'informations. Votre association vise à assurer l'information et l'accompagnement des patients, notamment sur les traitements disponibles ou qui ne le sont pas, et à relayer les difficultés rencontrées. Vous pourrez nous en dire plus sur l'impact très concret des pénuries sur la santé publique et la perte de chance, et sur les mesures qui sont prises pour y remédier. Sur les différents points évoqués, nous souhaitions que vous puissiez témoigner de manière concrète de vos expériences et des situations que vous rencontrez au quotidien dans vos situations et rôles respectifs. Vous aurez chacun tour à tour la parole pour un propos introductif d'environ 5 minutes. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera des questions plus précises.
Nous vous demanderons également de bien vouloir nous retourner des réponses écrites en complément de cette audition, et ainsi que tout ce que vous souhaitez utile de porter à notre connaissance. Et je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, nous sommes donc en commission d'enquête et je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite, chacun à votre tour, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Professeur... vous le jurez. Donc, Monsieur Chirac, professeur Frima, Madame Beaupère, professeur Alba et Madame. Très bien. Je vous remercie et donc je donne la parole à la rapporteure Laurence Cohen. Ah non, je vais vous laisser d'abord faire vos propos liminaires, excusez-moi. Donc dans l'autre que vous souhaitez... Non, bon, Monsieur Chirac, on fait dans un sens ou dans l'autre comme vous souhaitez, mais allez-y. Avant de vous commencer, je vous prie de m'excuser, je serai obligée pour une autre audition de vous quitter en cours de route et donc je serai remplacée par Alexandra Borchio-Fontimp qui est vice-présidente. Je lirai à votre attention tous vos propos. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, merci de prendre au sérieux cette question des pénuries des médicaments et d'avoir invité Prescrire pour témoigner. Donc, pour ce qui concerne Prescrire, en fait, nos premiers articles sur les pénuries de médicaments datent de 1999 et nous en avons publié une centaine depuis. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un problème nouveau, on pourrait même dire qu'il s'agit d'un problème ancien et prévisible, dont l'aggravation était prévisible. Donc tant mieux si effectivement en France et au niveau européen actuellement, il y a un certain nombre d'initiatives pour essayer de trouver des solutions à ce problème, mais ce problème malheureusement était prévisible et il n'a fait que s'aggraver. Les nombres de médicaments en rupture de stock n'a fait que s'alourdir, des médicaments de plus en plus importants, posant des problèmes considérables pour certains patients et posant des problèmes aussi pour des soignants qui passent de plus en plus de temps à essayer de pallier à ces pénuries. Il se trouve que, donc, il y a juste quelques jours, le groupe pharmaceutique de l'Union européenne a publié, comme ils le font chaque année, une enquête auprès de 29 États membres de cette union, donc l'Europe au sens large. Et ce qu'on voit très clairement, ce sont les conséquences. Alors, les pharmaciens passent 7 heures par semaine à essayer de résoudre ces problèmes de pénurie, ce qui est déjà pas forcément la meilleure utilisation de leurs compétences. Et d'ailleurs, ils commencent à demander à être rémunérés pour cela. On voit les conséquences en chaîne des pénuries. Mais surtout, ce qui est important dans leur rapport, c'est montrer que, dans 27 pays sur 29, 93% donc des groupements pharmaceutiques interrogés considèrent que ça présente des cas de détresse pour les patients. Ils ont été confrontés à ces problèmes-là. 90% des interruptions de traitement, des traitements sous-optimaux dans 58% des cas, des erreurs médicamenteuses dans 35% des cas, des effets indésirables dans 21% des cas, voire des morts dans 14% des cas dans les différents pays. Donc voilà, le problème pratique le plus important, c'est bien pour les patients, le fait de ne pas avoir accès à des médicaments essentiels pour eux, de devoir, vous l'avez mentionné tout à l'heure, la question de la substitution. Oui, des fois on peut substituer avec des médicaments qui sont équivalents, des fois ils ne sont pas équivalents pour un grand nombre de raisons, soit ils n'ont pas la même balance bénéfice-risque, soit ils n'ont pas le même dosage, soit il y a des problèmes d'information parce que ça va être dans une langue différente, enfin bref, tout ça entraîne des problèmes pour les patients et je pense que c'est ça qui motive le plus les responsables politiques de faire quelque chose, c'est-à-dire il y a vraiment des patients en détresse.
les soignants, que ce soit les médecins prescripteurs, qui perdent du temps à essayer, ou soit qui prescrivent des médicaments dont ils s'aperçoivent qu'en fait ils ne sont pas disponibles ou qui essaient de chercher des alternatives, les pharmaciens aussi qui sont obligés de trouver des alternatives à l'hôpital ou en ville. Bref, la situation de terrain est de plus en plus insupportable. Et malheureusement, ça fait plus de 20 ans que ça dure, que ce soit pour des médicaments ou des vaccins. Il est vraiment grand temps de trouver des solutions pérennes qui prennent en compte l'ensemble de la problématique. Et probablement, et je m'arrêterai là pour l'exposé liminaire, ce sera au niveau européen, mais il faut absolument que des États membres, et pourquoi pas la France, soient leaders pour pousser l'Europe à adopter des mesures qui soient pérennes et efficaces. Merci. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir invité donc, la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation à cette audition. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir invité une société savante qui représente une maladie chronique. Vous avez parlé de crise, de criticité. Effectivement, ça peut se poser à un moment donné quand on est face à face avec son patient au bloc opératoire, en consultation, mais il ne faut pas oublier la problématique des maladies chroniques, qui sont des maladies qui vont atteindre les patients pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, une très longue période de leur vie, et c'est un petit peu ce témoignage-là que je souhaite vous apporter aujourd'hui. Alors, Madame la Présidente, vous avez parlé d'emblée de la problématique du médicament Belatacept, qui est un médicament donc, immunosuppresseur, utilisé en transplantation rénale. La transplantation rénale, c'est 45 000 patients en France, avec 55 000 patients dialysés. Ces 90 000 patients représentent le stade le plus avancé de la maladie rénale chronique lorsque les reins sont détruits, qu'ils ne fonctionnent plus. Mais on estime aujourd'hui qu'en population, 8% de la population française est concernée par la maladie rénale chronique, ce qui représente probablement autour de 5 millions de patients. Donc, si je reviens sur le Belatacept, c'est un médicament qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est utilisé en France chez environ 2500 patients. La France est le pays d'Europe qui l'utilise le plus, bien avant d'autres pays. Ce qui témoigne finalement de variations dans son utilisation, dans son indication, comme c'est souvent le cas dans notre spécialité, où la dimension de la personnalisation du traitement, l'adaptation aux besoins du patient, à l'équilibre entre l'efficacité et la sécurité est omniprésente. Pour ce qui concerne ce médicament, il est en rupture déjà annoncée depuis plusieurs mois et aiguë depuis 2-3 mois. Je dois souligner la place vraiment efficace de la NSM pour gérer cette crise. Donc, nous avons été invités à proposer le nom de 3 professionnels avec notre société, la Société francophone de transplantation, 3 autres professionnels, pour constituer un comité d'experts qui a donc mis sur pied une fiche qui est à la disposition des soignants sur le terrain pour poser l'indication du médicament et donc par le biais du laboratoire, savoir si l'indication peut être retenue ou pas. Donc ce comité il s'est réuni depuis le début du mois de janvier. Moi je ne suis pas dans le comité, mais comme président de la Société savante, je participe aux réunions d'explication avec l'information avec la NSM. Nous avons des informations très précises. On peut souligner qu'actuellement, il y a, en fait, avec cette organisation, il reste du médicament disponible. Donc, on trouve un certain équilibre et on a l'impression qu'on va probablement réussir à passer le cap d'ici quelques mois avec une organisation qui est efficace. Je voudrais profiter de la deuxième partie de mon temps de parole pour souligner d'autres dimensions. Par exemple, il y a un médicament qui s'appelle le Bactrim, qui est un antibiotique historique dans sa solution buvable qui est fabriquée en France. Et donc, le taux de remboursement actuellement du médicament est très inférieur au coût de production. Ce médicament est la propriété aujourd'hui d'un laboratoire belge, Eumedica, qui a racheté le produit au laboratoire Roche. Et donc la France rembourse le médicament moitié moins que la totalité des autres pays européens. Donc c'est un médicament qui peut se substituer aux formes
sous forme de comprimés, et qui, donc sous forme soluble, solution buvable peut être vraiment nécessaire, en particulier pour les enfants. Et donc se priver de ce médicament. Et donc, ce qu'il faut souligner, c'est que la demande d'un remboursement adapté a déjà suivi tout le process CESP en particulier, avec une fin de non-recevoir. Donc on nous dit que ce n'est pas possible de rembourser ce médicament plus qu'il ne l'est actuellement. Ce qui fait qu'on a un risque de rupture qui est très artificiel, puisqu'en fait le médicament produit en France va être exporté vers les pays qui le remboursent plus. Donc je pense que c'est probablement assez simple de résoudre cette difficulté. Enfin, je termine en insistant sur le fait que dans la dimension de gestion de cette pénurie, pour ce qui concerne les maladies chroniques, donc c'est plusieurs millions de patients, il faut vraiment avoir une action de prévention. Notre pays est à la traîne pour la prévention. On essaie ici de résoudre un problème aigu sur la maladie à son stade le plus avancé, mais il faut parallèlement faire un effort sur la prévention qui, par exemple, pour ce qui concerne le dépistage de la maladie rénale chronique en population, la France, c'est 25%. Le Royaume-Uni, 66%. Pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas à dépister, diagnostiquer précocement la maladie pour mettre en œuvre des mesures de néphroprotection efficaces qui vont permettre de diminuer efficacement le recours au traitement par dialyse et par greffe. Donc faisons cet effort à l'échelon de notre pays. C'est quelque chose que la SFNDT demande depuis plusieurs mois. Voilà, et juste peut-être encore un petit mot pour souligner qu'on est centré médicaments, mais notre spécialité est en très grande tension du point de vue du dispositif médical. L'hémodialyse, ça se fait par une fistule artério-veineuse, un dispositif créé chirurgicalement, mais chez 30-40% des patients, ce n'est pas possible de créer cet abord vasculaire. On doit avoir recours à des cathéters. Que fait-on quand il n'y a plus de cathéters? Que fait-on quand il n'y a plus de médicaments pour déboucher les cathéters quand ils sont bouchés? Que fait-on quand il y a de la pression internationale sur le blé et le maïs qui servent aussi à fabriquer les concentrés de dialyse? Vous voyez, c'est un puzzle où il y a vraiment beaucoup de pièces, la néphrologie. Et donc, je vous remercie de nous donner la parole aujourd'hui et de permettre de souligner tout cela. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, merci de nous permettre de participer à cette audition. Évidemment, les tensions et les ruptures de médicaments en oncologie sont un sujet de préoccupation majeur pour Unicancer qui représente les centres de lutte contre le cancer, mais évidemment pour aussi les associations qui représentent les patients. Concrètement, le sujet, il est bien sûr multifactoriel et je dirais il est présent dans toute la chaîne des molécules, c'est-à-dire des nouvelles molécules, puisqu'il y a des problématiques, vous avez évoquées, concernant l'accès précoce, concernant la recherche clinique, jusqu'aux molécules plus anciennes, et j'y reviendrai. Et donc ces problématiques, elles sont, voyez, elles concernent l'ensemble en fait des molécules qui sont utilisées. Alors les centres de lutte contre le cancer, ils ont la chance d'être regroupés, pas seulement en fédération, mais aussi en groupement de coopération sanitaire, et donc ils ont une centrale d'achat commune, avec un marché des médicaments qui est commun aux 18 centres et qui est donc un marché qui permet d'avoir des discussions avec les laboratoires. Enfin, dans le cas des marchés qui sont passés, on peut travailler du coup étroitement. Il y a 200 médicaments en fait qui sont regroupés dans le marché. Mais cependant, malgré cette organisation structurée, en 2022, pour vous donner une illustration, il y a eu 27 molécules qui étaient impactées par des problèmes d'approvisionnement dans le cadre de notre marché, 27 sur 200, soit 13,5, vous voyez, soit un peu plus de 10%. 50% étaient contingentés, 50% étaient en rupture. Alors, en travaillant avec les laboratoires, on a pu faire en sorte que ces ruptures n'aient pas d'impact, si vous voulez, sur les centres. On a eu un travail de coordination, d'échange et de travail en amont qui nous a permis
de pouvoir trouver des alternatives, notamment quand cela a été possible. Mais enfin, il y a quand même une partie des molécules qui étaient contingentées pour lesquelles il n'y avait pas d'alternative. Donc c'est quand même quelque chose qui reste compliqué, alors même que nous sommes, on va dire, très organisés sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement l'accès aux molécules innovantes. Alors, ce n'est pas les ruptures à proprement parler, mais je tiens quand même à souligner qu'il y a des difficultés qui persistent concernant l'accès précoce. Il y a eu beaucoup d'articles récemment, ces dernières semaines, sur le sujet, où des oncologues de toute structure ont pris des positions et alerté sur les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer liées aux modalités d'évaluation de l'HS, qui pourtant a fait évoluer ces modalités, mais qui restent quand même encore insuffisamment adapté en fait à l'évolution même des molécules, et avec des essais de phase 3, des essais randomisés qui sont demandés, qui ne peuvent pas être réalisés puisque les molécules sont de plus en plus spécialisées et concernent un petit effectif de patients. Et donc nous, on plaide vraiment sur l'utilisation des données de vie réelles. Ça avait été évoqué dans le cadre du CSIS, et ça, c'est quand même un sujet très important, parce que là, on parle même de l'accès à des molécules innovantes. Et puis, il y a un troisième problème, je dirais. Alors, on a quand même des propositions, mais ça, je pense qu'on reviendra dans le cadre des échanges. Il y a un troisième problème là, qui est aigu et qui s'est finalement acutisé, qui concerne des molécules plus anciennes. Là, aujourd'hui, l'ensemble des fédérations est d'ailleurs extrêmement préoccupé par un sujet qui concerne la radiation, en fait, des médicaments qui sont dans la liste des molécules onéreuses. Ce système de radiation, il existe depuis plusieurs années. Il était assez clair. Concrètement, si les prix des molécules onéreuses étaient inférieurs à 30% du tarif du séjour, ces molécules n'étaient plus dans la liste des molécules onéreuses, mais basculaient dans le tarif du séjour qui était augmenté et sortait de la liste des molécules onéreuses. Il y avait donc un mécanisme financier qui était clair. Et là, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2023, il y a eu une liste de molécules qui a été produite, qui concernait beaucoup des anticancéreux, et il nous a été annoncé en février que non seulement ces molécules étaient radiées, mais qu'il n'y aurait pas de mécanisme financier qui serait prévu pour pouvoir les financer pour les établissements. Donc l'ensemble des fédérations s'est ému de ce sujet, et on a eu des discussions ces derniers jours, et là on nous a annoncé qu'on aurait un mécanisme financier compensatoire, mais seulement pour 1 an. Et en fait, ça concerne quand même les molécules onéreuses qui sont utilisées pour les chimiothérapies en HAD, et puis aussi des molécules qui sont utilisées en hématologie. Et j'attire quand même l'attention sur le fait que ça a un risque, ça peut entraîner en plus un risque de restriction de l'accès aux molécules. Et en plus, c'est quand même paradoxal, puisque c'est des molécules dont le prix, justement, est relativement bas. Et comme il n'y a pas de mécanisme financier qui est prévu, il y a un risque finalement que ces molécules soient moins prescrites par un certain nombre de structures. Donc là, il y a un vrai problème, parce que ce mécanisme tel qu'il est prévu à présent en 2023 risque de générer de nouvelles pénuries, de nouvelles problématiques d'accès. Il y a d'ailleurs des sujets aussi sur les dispositifs médicaux, mais là je parle de sujets qui concernent la cancérologie. Donc c'est pourquoi effectivement nous pensons qu'il faut un pilotage global. Excusez-nous, on n'a pas tout à fait compris l'histoire des molécules onéreuses. Alors, liste. C'est vrai que c'est technique. Qu'est-ce que ça implique, la liste? Voilà, vous avez dit onéreuses, après vous avez dit elles ne sont pas suffisamment... Et après, il faut une compensation financière alors qu'elles coûtent moins cher, par définition. Je vous explique le sujet. Il y a des critères pour déterminer quelles sont les molécules qui sont les plus chères, onéreuses, et qui ne sont pas les plus chères. Voilà. Le critère qui fait qu'on radie, ça c'est depuis plusieurs années, les molécules de la liste, c'est quand on détermine que leur coût est inférieur à 30% du coût du séjour. Et la conséquence du fait qu'elles soient radiées de la liste, c'est quoi? Alors, jusqu'à présent, ces dernières années, quand elles étaient radiées de la liste, il y avait un financement qui était prévu, puisque le tarif du séjour, vous voyez par exemple, vous avez un séjour, on est en tarification à l'activité encore. Oui. Normalement, il y a le tarif d'un séjour plus une molécule onéreuse. Si vous radiez la molécule de la liste, parce qu'elle est inférieure à 30% du coût du séjour,
Le séjour, Elle n'est pas remboursée en plus. le séjour jusqu'à présent était majoré. C'est-à-dire qu'on... C'est ça qu'on a voilà. pas comme info. Et là, Ok. ce n'est plus le cas. Donc en fait, on radie de manière très sèche en février quand même 2023, hein, pour une année 2023, des molécules sans donner de moyens financiers compensatoires aux établissements pour les Donc financer. pour l'établissement, ça le met en difficulté financière. Exactement. Parce qu'il a un manque de recettes. Exactement. Et pour des structures, par exemple, comme des HAD, encore pour les centres de lutte contre le cancer, c'est pas la même. Mais quand même, c'est des choses qui peuvent représenter 1 million d'euros par an pour un établissement, hein, par exemple. Et en fait, du coup, il n'y a pas toujours de substitut. On ne peut pas forcément trouver de substitut. Et j'attire quand même l'attention que ça n'incite pas forcément à diminuer les prix, puisque effectivement, quand on diminue les prix, après, pour les labos, le médicament n'est plus dans la liste des molécules onéreuses. Et donc, cela est une problématique nouvelle, je dirais, puisque là, du coup, suite à notre intervention, ce qui a été décidé, c'est qu'il y aurait un financement en dotation aide à la contractualisation, mais non pérenne, transitoire pour 1 an. Ce qui ne laisse pas place à de solutions très claires 1 an après. Et cela, en fait, je pense, est générateur de nouvelles problématiques. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Dans la Société française d'anesthésie-réanimation, c'est une société savante des professionnels de l'anesthésie et de la réanimation. Pour vous donner le contexte, du côté anesthésie, donc il y a 12 000 médecins anesthésistes réanimateurs, 11 000 infirmiers anesthésistes. Du côté des actes d'anesthésie, nous associons à 12 millions d'actes par an qui couvrent toute la chirurgie pour moitié, mais aussi, c'est très important de le noter, la médecine interventionnelle, cardiologie interventionnelle, endoscopie, etc. etc. Côté réanimation, 2 tiers des réanimateurs en France sont anesthésistes réanimateurs. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, l'émission, c'est principalement formation, recherche, mais aussi, et c'est important, beaucoup de production de référentiels pour justement cadrer les différentes pratiques et donc les prescriptions de médicaments. Alors pourquoi notre spécialité est aussi vulnérable vis-à-vis des pénuries? Eh bien parce que la majorité de nos médicaments sont des médicaments matures, très vieux, très simples, vraiment pas chers. Et ils sont administrés volontiers par voie intraveineuse. Et c'est un des facteurs justement qui augmente le risque de pénurie. Nous avons aussi une partie qui est de l'anesthésie pédiatrique en particulier. Et comme vous le savez, les médicaments à destinée pédiatrique sont aussi particulièrement vulnérables en termes de tension et de pénurie. Alors, je ne vais pas remonter à 2008 pour vous donner toute l'histoire des pénuries auxquelles on a été confrontés, mais quelques exemples. L'héparine, plutôt des médicaments issus de la biologie. L'héparine est issue de l'intestin de porc, comme vous le savez. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons des soucis encore une fois avec l'héparine, puisque on est susceptible d'avoir des épidémies porcines qui vont modifier la production de ces médicaments. Alors, l'antidote de l'héparine, c'est la protamine. Alors, la protamine, c'est issu du sperme de saumon. Et il se trouve que la seule ferme qui produisait du saumon, c'était à Fukushima. Donc, on a en fait des situations qui sont de pénurie ou de tension d'approvisionnement qui sont liées à des catastrophes climatiques, catastrophes industrielles, et donc qui ne sont absolument pas prévisibles. Ça, c'est pour les médicaments biologiques. Et beaucoup de nos médicaments donc, sont issus de la synthèse. Vous connaissez certainement mieux les mécanismes, mais néanmoins, il y a des médicaments extrêmement critiques qui sont d'utilisation rare, qui sont aussi vulnérables. Je prends un exemple, celui du dantrolène. Le dantrolène, c'est le médicament qui nous permet de sortir des patients qui font une complication extrêmement rare, un effet indésirable extrêmement rare des gaz d'anesthésie, qui s'appelle l'hyperthermie maligne. Et le dantrolène a été à plusieurs reprises en tension d'approvisionnement et pour laquelle donc, il y a eu des modifications, en particulier de date de péremption, qui nous permettaient de garder nos stocks en fait. Donc vous voyez, on a des situations qui sont extrêmement finalement classiques, mais multiples. Est-ce que ça a des conséquences sur les patients? La réponse est oui.
de plusieurs façons. C'est rarement de la pénurie pure, hein, c'est-à-dire absence totale de médicaments, mais de conséquences qui sont l'organisation des soins. Les soins sont complexes. Imaginez une réanimation avec des infirmiers qui préparent des médicaments. Il faut une homogénéité dans les procédures, dans les process de préparation. Et lorsqu'on change ou on substitue un médicament, on se retrouve avec des médicaments qui sont de concentrations différentes, de pharmacocinétiques différentes, et ce qui pose un problème dans l'organisation et qui fait le lien de l'erreur médicamenteuse dans sa plus grande conception. Vous savez que la densité du soin en anesthésie ou en réanimation fait qu'il y a un risque d'erreur médicamenteuse, qu'un de nos comités, qui s'appelle le comité analyse et maîtrise du risque, essaye de travailler depuis de nombreuses années en proposant des recommandations, des référentiels, mais aussi en collaborant en particulier avec l'ANSM pour essayer de sécuriser les processus qui impliquent l'utilisation des médicaments. Et donc le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait une fluidité dans le transfert d'informations entre les agences et les professionnels. Souvent, c'est notre pharmacien qui nous dit « Attention, il y a une pénurie de… » Et on reçoit la lettre de l'ANSM nous disant la semaine d'après « Alors, pas de critique sur l'ANSM, ils font un boulot formidable, mais il y a un problème d'information et de structuration justement de cette information qui nous permet, nous, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut modifier nos soins, nos processus au vu des crises qui se produisent. » Donc 2 points, donc impact sur l'organisation des soins et risque d'erreurs médicamenteuses. Je voudrais souligner le rôle des pharmaciens qui sont en fait nos partenaires dans cette affaire-là. Au CHU de Grenoble où je travaille, c'est un plein temps de pharmacie qui s'occupe des pénuries et de la gestion des pénuries. Alors déjà en 2018-2019, l'ASFAR avait produit une liste de médicaments. Alors cette liste de médicaments, j'ai un peu de problème de sémantique parce qu'on peut l'appeler critique, on peut l'appeler essentiel, prioritaire, mais il y a un problème de sémantique parce qu'on ne veut pas que ces listes soient utilisées pour une gestion de pharmacie qui ne serait pas dans l'objectif justement de ces listes-là. Ces listes étaient faites pour bien porter l'attention sur des médicaments particulièrement critiques, très vulnérables, pour lesquels on ne peut absolument pas travailler. Cette liste a été produite pour l'anesthésie et pour la réanimation entre 2018 et 2020 et transmise à l'ANSM. Et donc, pendant Covid, pour nous, ça a été travaux pratiques, puisque les 5 médicaments contingentés, propofol, midazolam, les 3 curares, ont été évidemment les plus impactés, ce qui nous a permis, et ça je pense que c'est très important, de travailler avec la Direction générale de la santé, avec le mécanisme qui s'appelait boucle Réa, qui permettait semaine après semaine de voir l'état des stocks et les relations avec les sociétés savantes. Donc il n'y avait pas que l'ASFAR, il y avait aussi la SPILF pour les anti-infectieux, il y avait la SRLF pour la réanimation médicale, la SFPC pour la pharmacie clinique et d'autres. Et les discussions étaient extrêmement intéressantes, à la fois surprenantes parce qu'on pensait que notre métier était connu de tous, mais non, en fait non. Et que donc, la première étape, ça a été de faire une revue de toutes les molécules possibles. Et dans cet effort-là, on s'est aperçu qu'effectivement, enfin on le savait, mais qu'on crée de la dégradation du soin au fur et à mesure de la dénomination des médicaments qui, quelquefois, ressortaient de nos vieux manuels d'anesthésie et qui ont été pourtant utilisés par la DGS pour essayer de trouver des moyens en cas de pénurie majeure de propofol en particulier et de midazolam, c'est-à-dire de médicaments sédatifs. Donc on a ressorti des vieux médicaments comme le Pentotal ou le Gamma-OH, qui sont des médicaments qu'on n'utilise plus. Pourquoi on ne les utilise plus ? Parce que ça ne correspond plus du tout à l'organisation des soins dans laquelle on se trouve actuellement, avec l'ambulatoire, la réhabilitation rapide après chirurgie. Nous avons aussi participé à la discussion autour du contingentement de ces molécules, en faisant bien attention et en alertant la DGS qu'il n'y avait pas que la réanimation pour l'utilisation de ces médicaments-là, mais aussi la réalisation des gestes de chirurgie ou de médecine interventionnelle urgent, que ce soit la cancérologie, les urgences, la traumatologie, même si beaucoup de ces pathologies, enfin en tout cas la traumatologie, avait beaucoup baissé avec le confinement. Pour terminer, avoir un nouveau médicament d'importation dans les services crée, comme je vous l'ai dit, un problème d'organisation.
Je vous montre ici une affiche qui a été faite par les infirmiers anesthésistes de mon service pour essayer de sensibiliser les infirmiers et les professionnels sur l'arrivée d'un médicament importé. Donc c'était du propofol chinois, d'une qualité équivalente, enfin, il n'y a pas de souci sur la qualité, mais pour vous indiquer en quoi est-ce que ça pose un problème de risque d'erreur médicamenteuse, c'est que le label était uniquement en chinois, avec en tout petit propofol. Ici, vous avez l'ampoule, c'est la taille exacte de l'ampoule. Donc, vous voyez, propofol, on ne lit pas du tout. Donc, j'ai la version brésilienne, si vous voulez. Donc, avec beaucoup d'humour, nos équipes ont réussi à gérer ces affaires-là. Mais pour nous, c'était une pression en termes de modification d'organisation. Pour finir, nous avons été recontactés par la Direction générale de la santé, M. François Bruno, pour justement essayer de produire une liste. Je pense que c'est un sujet qui est important, une liste de médicaments pour lequel on pourrait confronter la criticité industrielle, c'est-à-dire y a-t-il facilité ou pas à produire ces médicaments jugés essentiels par les professionnels, et l'implication des sociétés savantes est extrêmement importante à ce sujet-là. Il a été évoqué l'utilisation de la liste OMS ou la liste de la FDA. En fait, quand on regarde ces listes-là, elles ne correspondent pas du tout à la pratique française. Donc, il y a des anomalies en fait, dans ces listes. Donc, autant créer nos propres listes qui correspondent à des listes ISO soins, c'est-à-dire pour garder la qualité et la sécurité des soins que nous prodiguons actuellement. Voilà, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de votre invitation et de votre souhait d'entendre également la voix des patients qui sont concernés par ces pénuries. Donc, Rénalou est une association de patients atteints d'une maladie rénale, insuffisants rénaux, dialysés et greffés. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sujet qui nous occupe au plan de l'actualité depuis un certain temps, qui est la pénurie de Belatacept. Donc, le Belatacept, c'est un anti-rejet. Et il y en a d'autres, heureusement, ce qui permet de substituer son usage par d'autres traitements. Les traitements, le standard of care aujourd'hui en transplantation est assez ancien, il a une trentaine d'années. Et par rapport à ces médicaments qui sont majoritairement néphrotoxiques, donc qui ont une toxicité pour le greffon rénal, une des particularités du Belatacept, c'est de ne pas être toxique pour le rein, d'améliorer la fonction des reins transplantés, mais aussi de diminuer la survenue d'un certain nombre de complications, notamment de l'hypertension artérielle et du diabète, qui sont très fréquentes avec les autres traitements anti-rejet. Et puis également de prévenir la formation d'anticorps dirigés contre le greffon, qui sont en fait les anticorps à l'origine des rejets chroniques, des greffes. Donc voilà, ces particularités font que ce médicament a un intérêt important pour une partie des patients en tout cas. Et ces particularités, ça fait donc 30 ans qu'on les attendait, que les patients attendaient une avancée thérapeutique de ce type-là. Le Belatacept est en pénurie, en situation de pénurie depuis 5 ans. Ça a commencé par des tensions d'approvisionnement. Et depuis 2 ans, cette pénurie a des conséquences vraiment sur l'accès des patients aux médicaments, qui se sont encore critisés ces derniers mois, en gros depuis l'été dernier. Voilà, et ces difficultés d'accès ont des conséquences importantes pour les patients. Alors, un dispositif a été mis en place pour vraiment réguler l'attribution des quelques doses de médicaments aujourd'hui disponibles pour les patients les plus urgents, les plus graves, qui sont un petit nombre. Mais ces indications qui ont été prévues laissent de côté un certain nombre d'autres indications du Belatacept pour lesquels les patients sont vraiment en attente de solutions. Ça concerne notamment les patients qui ont reçu un rein de mauvaise qualité. Et malheureusement, comme vous le savez, en raison de la pénurie, aujourd'hui, une proportion importante des patients sont greffés avec des reins qu'on dit à critères élargis, c'est-à-dire d'une qualité un peu suboptimale. Voilà, et ces patients-là en particulier subissent beaucoup la néphrotoxicité des traitements habituels. Et donc le Belatacept, pour eux, a un intérêt majeur.
Et puis, ça concerne aussi les patients qui ont eu un rein de bonne qualité, mais qui se retrouvent, au bout d'un certain temps, altérés par la néphrotoxicité des autres traitements. Et donc, ce sont des patients qui auraient besoin du belatacept. Et ils ne parviennent pas aujourd'hui à y accéder. Ce non-accès a des conséquences très concrètes. C'est une dégradation plus rapide du rein greffé, proportionnelle à la durée de non-recours, et donc qui est vraiment directement corrélée à la pénurie, et donc des pertes de chance associées qui sont déjà majeures, avec des greffons rénaux qui auraient dû être sauvés ou améliorés, qui aujourd'hui continuent de se dégrader et risquent d'être perdus au bout de quelques mois, alors que la durée de vie de ces reins, de ces greffes aurait pu être prolongée. Perdre son greffon quand on est transplanté, ça veut dire retourner en dialyse. Donc les conséquences humaines et médicales, elles sont évidemment considérables pour les patients. Elles sont également considérables pour le système de santé, puisque, vous le savez sans doute, la dialyse est un traitement beaucoup plus coûteux pour la société que la greffe. De façon très schématique, une année de dialyse, ça coûte 80 000 € au système de santé, une année de post-greffe, c'est 20 000 €. Donc voilà, les conséquences de cette pénurie, elles sont très mesurables pour les patients et pour la société. Alors aujourd'hui, la situation, c'est que toutes les équipes en France n'utilisent pas le belatacept de manière équivalente, et ça, je dirais que c'est assez indépendant de la pénurie. Certaines ne l'utilisent pratiquement pas, mais d'autres l'utilisent beaucoup et sont devenues très expertes dans son maniement. Et aujourd'hui, dans ces équipes expertes, ce qui se passe, c'est qu'il existe des listes d'attente d'accès au belatacept. Voilà, on travaille notamment avec l'équipe du CHU de Grenoble. Et à Grenoble, il y a actuellement 150 patients greffés rénaux qui sont en attente, en liste d'attente de belatacept. Et ça se retrouve de façon assez générale sur le territoire. Ce sont des patients qui savent qu'ils devraient bénéficier de ce médicament qui pourrait améliorer leur santé et qui attendent qu'il puisse leur être attribué, voilà, qui attendent que la pénurie permette qu'ils le reçoivent. Voilà, donc face à cette situation, on a été évidemment très impliqués dans les démarches de gestion de la pénurie. Donc un système de gestion a été mis en place sur les indications les plus graves, mais qui laisse de côté, comme je le disais, beaucoup de patients. Ce que demande notre association, ça concerne plusieurs éléments. D'abord, la transparence sur les raisons de cette pénurie qui dure depuis bientôt 6 ans. On a du mal à comprendre comment un industriel peut laisser cette situation perdurer aussi longtemps, compte tenu de ses conséquences pour les malades. L'origine de la pénurie, c'est un changement d'usine. C'est la mise en place d'une nouvelle usine, c'est un biomédicament, donc il y a une chaîne de production un peu complexe. Voilà, et tout a commencé par ce changement d'usine qui aurait dû permettre d'améliorer la production et de produire davantage. En fait, on ne comprend pas pourquoi, au bout de 6 ans, ce n'est toujours pas le cas. Alors, tous les ans, le laboratoire nous dit que dans 1 an, ça ira mieux. Et en fait, ce n'est pas le cas. Dans 1 an, ça ne va pas mieux. Donc là, on est très sceptique sur les capacités d'améliorer la situation, comme ça nous l'a à nouveau été promis d'ici la fin de l'année 2023. Voilà, on souhaiterait également que l'ampleur des pertes de chance que j'ai un peu décrites soit clairement documentée, parce que c'est faisable de mettre des données pour mesurer ces pertes de chance concrètement. On demande aussi que les autorités sanitaires françaises et européennes, parce que l'Europe a évidemment son rôle à jouer dans cette histoire, jouent pleinement leur rôle et incitent, je dirais plus qu'incitent, fassent en sorte que les industriels soient tenus de produire leurs médicaments en quantité adaptée à la demande des patients. Voilà. Et puis il y a des choses très très concrètes sur le terrain qui pourraient être mises en place et qui ne le sont pas pour améliorer cette pénurie. D'abord, de façon récente, les autorités de santé européennes, l'EMA, suite au changement de chaîne de production pour des questions de bioéquivalence, a recommandé une augmentation de la posologie de belatacept de 20%. C'est important, ça amplifie la pénurie puisqu'il faut plus de doses pour le même patient. Or, les autorités de santé américaines, confrontées aux mêmes données, n'ont pas pris cette décision. Donc, nous, on s'interroge sur la raison de cette divergence entre les autorités françaises, enfin européennes et américaines, et gagner 20% de posologie, c'est-à-dire revenir à l'ancien dosage, s'il s'avère que les autorités américaines ont pris cette décision pour des raisons valables, ça nous semblerait déjà un progrès important pour disposer de doses supplémentaires.
On souhaiterait aussi qu'il y ait une réelle gestion de la pénurie afin d'optimiser les doses disponibles. Aujourd'hui, un patient qui pèse 50 kg doit recevoir 300 mg de belatacept tous les mois. Et le médicament est conditionné en flacons de 250 mg. Donc pour 300 mg, il faut 2 flacons, un pour 250, un pour 50. Et les 200 mg restants sont aujourd'hui jetés, voilà, perdus, alors qu'on est en pénurie. Donc nous incitons, enfin nous avons dialogué de façon très intense avec l'ANSM pour permettre que les doses soient préconditionnées et qu'on utilise le dosage exact dont un patient a besoin et qu'on ne jette pas les reliquats, qui soient utilisés, collectivisés pour tous les patients qui en ont besoin. Voilà, tout le monde semble trouver que c'est une bonne idée et malgré ça, ça n'avance pas. Le sujet n'avance pas et on reste en pénurie. Voilà, rien ne bouge sur ce plan-là. Et puis, il y a un autre élément qui pourrait être étudié de près, c'est le recours à l'espacement des doses. En fait, un certain nombre d'équipes regardent depuis plusieurs années ce qui se passe si, au lieu de faire l'injection toutes les 4 semaines, on la fait toutes les 6 semaines. Il y a un certain nombre d'études, de données qui montrent que ça se passe bien, que si on sélectionne bien les patients pour lesquels on espace, ça ne pose pas de risque particulier. Mais aujourd'hui, cet espacement des doses n'est absolument pas prévu ni encouragé dans les mesures de gestion de la pénurie. Là aussi, ça permettrait de disposer de plus de doses. Voilà, et peut-être aussi d'éviter pour certains patients la surexposition aux produits en espaçant un peu l'exposition. Voilà, donc tous ces éléments-là, on en discute évidemment régulièrement avec l'ANSM. On trouve que les choses pourraient avancer davantage, pourraient avancer plus vite pour trouver des solutions concrètes et rapides pour les patients. J'ajouterais que les équipes qui s'engagent dans ce préconditionnement ou dans l'espacement des doses ou dans toutes ces mesures de gestion de la pénurie n'y sont pas du tout incitées, puisqu'on pourrait croire que ça leur permettrait de récupérer du médicament pour leurs propres patients. Mais depuis la mise en place des mesures de gestion de la pénurie, toutes les doses récupérées sont nationalisées, mises au pot commun, et donc elles ne les récupèrent pas pour leurs propres patients, ce qui constitue dans les faits un vrai désincitatif à mieux gérer la pénurie localement. Voilà, je voulais vous faire part un peu de cette vision de notre association de patients, de l'expérience des malades qui sont aujourd'hui en attente de belatacept et qui souhaiteraient que des solutions soient trouvées pour leur en permettre un accès plus rapide dans l'intérêt de leur santé. Merci beaucoup. Merci à vous 5 pour vos propos qui... C'est pas le bon. Merci à vous 5 pour vos propos qui nous permettent bien sûr d'éclairer nos travaux. Néanmoins, c'est une commission d'enquête. Nous sommes des sénateurs passionnés par le sujet, donc nous avons un certain nombre de questions à vous poser. Afin de répondre à nos interrogations, dans un premier temps, je vais passer la parole à notre collègue rapporteur Laurence Cohen, qui est à ma droite. Je vous propose de répondre à ces questions. Et puis, dans un deuxième temps, je passerai bien sûr la parole à mes collègues. Comme l'unité de temps est assez importante, je tenais à vous préciser que nous avons à peu près une trentaine de minutes pour cet échange, puisque nous devons rejoindre ensuite à 15h nos traditionnelles questions au gouvernement. Oui, merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs. Vous avez déjà balayé pas mal de questions qu'on pouvait se poser. Moi, j'aimerais avoir quelques éclaircissements. Alors, notamment, professeur Luc Frimat, quand vous nous parlez, par exemple, concernant la pénurie de belatacept, du rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et notamment de la constitution d'un comité d'experts de 3 personnes, si j'ai bien suivi, j'aimerais bien savoir quelle est cette organisation, c'est-à-dire qu'une fois que cette mini-société savante ou d'experts se réunit, quelles sont les décisions qui en découlent et comment est-ce qu'après elles sont éventuellement appliquées. Donc ça, c'est une question très, très précise à vous de manière ciblée. Vous avez pratiquement toutes et tous répondu sur le moment où vous avez été confrontés à des pénuries et on voit bien, et en tout cas c'est l'objet aussi de notre commission d'enquête, ça n'est pas un phénomène récent, c'est un phénomène qui a été amplifié, notamment avec la crise, mais qui dure depuis un moment. Et nous-mêmes, en tant que sénateurs et sénatrices, vous avez pu voir qu'il y avait eu beaucoup de rapports parlementaires bien fournis, bien documentés, pas seulement au Sénat, aussi à l'Assemblée nationale, sans que rien de décisif se produise, hélas par la suite. J'aimerais peut-être avoir votre
votre sentiment, parce que vous avez été plusieurs à dire que effectivement ces pénuries ont des conséquences extrêmement graves, et notamment en termes de perte de chance par rapport aux patients que vous pouvez suivre. Je trouve vos apports extrêmement importants, parce que hier j'avais posé cette question-là à Monsieur Jérôme Salomon, qui est donc le directeur général de la santé, qui n'avait pas vraiment répondu à cette question en termes de perte de chance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a constaté ça, de faire un bilan global et de prendre les décisions adéquates. Donc, est-ce que pour vous, notamment parmi les responsabilités, il y a effectivement le besoin que toutes les agences prennent les leurs, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, comme vous venez de le dire, madame, mais est-ce que vous considérez que les laboratoires français ont une part de responsabilité dans cette pénurie, et de quel ordre exactement vous le pensez? Donc du coup, quelles sont les solutions? Parce qu'on est là pour faire un constat, mais des constats, je crois que là, quelles que soient nos familles politiques, on partage ces constats, mais maintenant il faut trouver des solutions pour en sortir. Donc qu'est-ce que vous préconisez? Il y a eu un certain nombre de pistes qui ont été effectivement à l'instant ouvertes par l'association Rénalo, mais c'est vrai qu'on est un peu, enfin moi je suis un peu dubitative quand j'entends des solutions qui me semblent être, pardonnez-moi, de bon sens. Enfin, là, ça pas besoin pour moi, il n'y a pas besoin que le législateur intervienne. Et puis, vous dites, bah oui, mais c'est peut-être de bon sens, mais en fait, ça ne bouge pas d'un iota. Pardonnez-moi l'expression un peu familière. Donc, quelles sont vos propositions et comment on peut les mettre en œuvre? Et puis, vous avez parlé évidemment du rôle de la France et de l'Europe. C'est vrai qu'on sent bien, on a là au niveau mondial, on a à peu près les mêmes phénomènes de pénurie partout, mais en même temps, ce sont les mêmes politiques qui sont impliquées dans tous les pays, donc c'est pas tellement étonnant. Mais est-ce que justement dans vos contacts professionnels, soit en tant que médecin, soit en tant que responsable d'association d'usagers, est-ce que les échanges que vous avez avec vos confrères ou le personnel médical à l'étranger, au travers de ces échanges, est-ce qu'il y a exactement les mêmes choses, ou est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises en œuvre ailleurs et qui pourraient être mises en œuvre en France? Je pense que c'est important pour qu'au-delà donc des constats, je le répète, on arrive quand même à des solutions qui nous permettent, en tout cas au niveau de notre commission d'enquête, de faire des propositions beaucoup plus fortes. Voilà, je vous remercie. Donc, je réponds en premier, donc, puisque vous m'avez posé la question. Donc, le comité d'experts comporte 6 experts, 3 de la SFNDT, 3 de la Société francophone de transplantation. Hein. Donc, c'est 6 experts. Donc, le groupe constitué par la NSM, au-delà du comité d'experts, a établi 3 indications prioritaires. Et donc, à partir d'une fiche qui est complétée donc, par les médecins dans leur service, cette fiche est adressée au laboratoire concerné qui soumet la fiche au comité d'experts, lequel comité d'experts, sur la description des éléments qui sont sous ses yeux, confirme ou non s'il y a indication, dans le cadre des 3 indications retenues, à prescrire ou pas le médicament. Donc c'est quelque chose qui a été établi de façon très rigoureuse, scientifique, et qui, jusqu'à présent, a permis de répondre aux demandes, avec actuellement un potentiel de prescription qui est supérieur à la demande sur ces 3 indications. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. En fait, pour bien comprendre, c'est après une réflexion donc, de ces experts, le fait de cibler 3 indications pour pouvoir être au plus près. 3 indications qui sont considérées comme prioritaires, oui, par rapport à d'autres indications qui sont un petit peu plus au second plan. D'accord, hein, entendu. Oui, Les indications au second plan, ce sont celles qui ont été énumérées il y a quelques instants, les situations de greffon limite, hein, qui nécessitent de recourir à des médicaments qui sont le moins néphrotoxiques possible.
puisque j'ai la parole, je vais continuer sur la perte de chance pour le champ de la néphrologie, de la dialyse et de la transplantation. La notion de perte de chance, et c'est quelque chose qui a été débattu lors de la dernière réunion avec la NSM, est extrêmement difficile à définir. En réalité, quand vous prescrivez un médicament, vous devez tenir compte de très nombreux éléments de confusion potentielle. Par exemple, le greffon a ses caractéristiques. Chaque patient a un risque immunologique propre, etc., etc. Donc, pour considérer que la perte de chance est due uniquement aux médicaments, c'est vraiment un travail de longue haleine, en profondeur, qui est difficile à mener. Ça a été mené par l'Agence de la biomédecine, hein, qui dispose de registres de dialyse et de transplantation. Ça a été mené sur d'autres domaines que celui du Belatacept il y a quelques années. C'est une des références que je vous ai adressées ce matin et qui a montré qu'il n'y avait pas de risque avec un dialysa par rapport à d'autres dialysas, risques qui avaient été suspectés à un moment donné. Donc voilà, je pense que la notion de perte de chance, pour ce qui concerne les maladies rénales chroniques, est de définition délicate et ça doit être utilisé avec prudence. Oui, alors donc les pénuries datent d'une bonne vingtaine d'années. Entre-temps, les firmes pharmaceutiques ont beaucoup changé en fait. Il y a eu des phénomènes de mondialisation, il y a eu une sous-traitance accélérée, notamment de la production de matières premières en Inde et en Chine, hein, comme on le sait, avec donc des tensions structurelles mais parfaitement prévisibles. Et les firmes ont fait ça pour améliorer leurs marges financières. Ce qui est certain, c'est qu'en 20 ans, les marges sont devenues de plus en plus en fait des outils de la financiarisation et donc une recherche d'attractivité sur les marchés financiers qui fait que clairement, c'est pas dans leur modèle d'affaires aujourd'hui de vendre des médicaments pas chers. Elles dépendent essentiellement de médicaments pas forcément vendus en très grande quantité, mais à des prix très élevés. Et elles ne sont plus du tout dans une logique de production de masse à des prix plus bas. Donc en fait, c'est une usine de produits de luxe, en fait. C'est clairement ça qui s'est passé sous nos yeux. Et donc les autorités de santé, par rapport à ça, elles ne peuvent pas grand-chose, en fait. C'est un fait. Donc, alors, ce qui est clair, c'est que les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, ils ont une obligation, selon la directive 2001/83/CE, article 81, d'assurer, d'approvisionner le marché. C'est une obligation européenne auquel, en fait, elles ne satisfont pas, et de moins en moins. Donc, il y a quand même beaucoup de moyens d'essayer de leur faire respecter cette obligation. Alors, pour ceux qui sont encore commercialisés par ces firmes comme le Belatacept, alors les autorités en France ont prévu d'abord que les firmes soient tenues d'informer à l'avance de pénuries ou de tensions, puis de mettre en place des plans de gestion des pénuries, très bien, puis de constituer des stocks de plus en plus importants et assortis de sanctions. Donc ça, c'est très bien, il faut le faire. Et si au niveau européen, on peut aller vers ça, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, ce sera très bien, il faut vraiment pousser pour ça dans le cadre de la stratégie pharmaceutique qui va être prochainement, la fin mars normalement, publiée. Donc ça, il faut le faire, c'est absolument indispensable d'obliger les firmes à respecter cette responsabilité. Cela étant, les firmes aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de les empêcher d'arrêter la commercialisation du jour au lendemain, comme hier à Célas avec la Josacine. Dommage, il n'y en aura plus à la fin du mois de mars. Voilà. Que peuvent faire les autorités en France? Rien. Juste dire merci à Stellas, voilà, on va se débrouiller autrement. Donc ça, c'est la conséquence de pénurie sur l'amoxicilline, etc. Donc c'est les châteaux de cartes, en fait. Hein. Donc pénurie sur les médicaments, il y a un report vers la Josacine. La Josacine, ils avaient prévu un stock qui durera 1 an, résultat, c'est 1 mois. Voilà, donc par rapport à ça, il faut vraiment envisager la possibilité d'avoir si vraiment il y a des médicaments essentiels, comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, au bout de 7 ans, la firme se révèle incapable de le faire, soit on l'oblige à le faire, on doit trouver des moyens, soit il faut envisager des productions publiques, comme ça a été proposé au niveau européen
en particulier par un organe du Parlement européen qui a fait un travail tout à fait intéressant, mentionnant l'intérêt d'un établissement public aussi pour l'aspect recherche, parce que cette financiarisation des firmes pharmaceutiques fait aussi qu'un certain nombre de médicaments en fait, n'intéressent pas les firmes. Hier encore, ou il y a quelques jours, Pfizer a dit qu'en fait, ils arrêtaient de travailler sur les maladies rares. Évidemment, Pfizer a gagné des dizaines de milliards de dollars sur le vaccin Covid. Comment voulez-vous que ça intéresse de faire quelque chose qui rapporte seulement même 10 millions d'euros pour eux? Ça n'a aucun sens, enfin de dollars. Voilà. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Ce sera forcément, que ce soit public ou privé, enfin, c'est forcément européen, parce qu'il faut rentrer dans des logiques en fait, d'économie d'échelle, et puis pour que ça a quand même un sens économique de produire ces médicaments. Probablement envisager des prix plus élevés de médicaments essentiels, parce que c'est vrai que de rembourser les médicaments moins chers que le coût de production, enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, les différents exemples qui ont été dotés dans ce panel, là, c'est quand même c'est contre le bon sens. Le problème, c'est que ça dure depuis des années. Quelque chose qui est contre le bon sens depuis des années, c'est quand même un problème un petit peu structurel. Donc, imaginer des revalorisations sous une forme ou sous une autre, ce n'est pas forcément sur le prix nominal du médicament, ça peut être d'autres façons de valoriser ces activités-là. Mais donc, il faut avoir tout un panel de solutions. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi veiller à ce que, si on imagine un établissement public qui serait chargé de faire des médicaments essentiels qui vraiment n'intéressent pas du tout les firmes pharmaceutiques dans leur modèle d'affaires aujourd'hui, eh bien, il faut aussi quand même imaginer que ces médicaments-là soient diffusés dans le système, parce qu'on peut très bien imaginer, et on en discutait tout à l'heure avant la séance, là, d'avoir en fait, on l'a vu clairement dans le Covid, avec des usines de masques françaises qui se mettent en route pour approvisionner le marché français, et puis quelques mois après, elles ferment parce que plus personne n'en achète en France. Voilà. Donc on sera confronté à cette situation-là, de prévoir vraiment toute la chaîne de valeur de ces médicaments. Mais il faut vraiment regarder, beaucoup de médicaments anciens ici ont été cités, qui sont des médicaments essentiels. Or, on a l'impression aujourd'hui que les politiques pharmaceutiques sont uniquement centrées sur les médicaments de demain. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'en 2023, il y a énormément de médicaments très intéressants qui sont très anciens et dont on a toujours besoin. Et il faut, aujourd'hui, on a fait un déséquilibre total, et ça se sent au niveau des comptes de la sécurité sociale, c'est qu'il y a tellement besoin d'argent pour les nouveaux médicaments qu'en fait, eh bien, il n'y en a plus assez pour des médicaments plus anciens. Donc il faut revoir l'ensemble de ces aspects si on veut trouver des solutions pour faire que les patients aient accès aux médicaments dont ils ont besoin, qu'ils soient chers, pas chers, anciens, récents, ce n'est pas le problème, c'est les médicaments qui correspondent à des besoins sanitaires. Merci. En termes de propositions, et puis pour justement trouver des solutions, et comme cela a été dit d'ailleurs, il paraît important de pouvoir prévoir un prix plancher pour ces médicaments, pour éviter leur disparition, et cela semble vraiment un sujet majeur et important. Il y a aussi, et ça a été évoqué plusieurs fois, une nécessité d'améliorer le pilotage en fait, du sujet. Sans doute, il y a une task force qui doit être créée avec concertation avec les parties prenantes, puisqu'il y a des choses, on va dire, de prévention, justement, des actions de prévention des pénuries qui peuvent être mises en œuvre. Ça a été évoqué par plusieurs d'entre nous, de définition de seuil d'alerte par produit, et que cette information de seuil d'alerte soit transmise le plus en amont possible par les laboratoires à l'ANSM, et que cette information puisse être mise à disposition aux différents acteurs dans le cadre d'une base de données. Il y a des outils qu'on peut mettre en place pour améliorer le pilotage déjà de ces sujets et de la pénurie. Ensuite, un autre sujet, c'est la définition même des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. On peut sans doute aller plus finement dans cette définition, si vous voulez, plus finement que la classe thérapeutique,
en s'intéressant au dosage, aux formes, et donc comme ça avoir une granularité supplémentaire qui permet de ne pas louper en fait de sujets et de pouvoir être plus fin, et donc forcément d'améliorer notre capacité collective d'action. Également, bien sûr, il faut renforcer les obligations concernant les laboratoires sur ces sujets. Aujourd'hui, il y a une obligation quand un laboratoire répond à un marché d'avoir un plan de gestion de la pénurie, mais cette obligation n'est pas accompagnée vraiment de sanctions s'ils ne l'appliquent pas, et ils sont insuffisamment précis en fait. Et donc, du coup, cela n'a pas forcément l'utilité qui est escomptée, et on pourrait aller plus loin dans l'obligation que l'on demande en précisant justement ce plan, quelles sont les modalités de prévenance et d'anticipation, les modalités de contingentement, les interlocuteurs, et puis l'assortir de sanctions financières claires si ce n'est pas respecté. Enfin, pour aller de manière rapide, il y a des exemples, et pour répondre à votre question sur la comparaison avec ce qui se fait dans d'autres pays, en fait, c'est vrai que on peut travailler sur le fait de prévoir des solutions pour les produits pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de solution d'approvisionnement stable de manière récurrente, et prendre le relais avec la avec la fabrication de préparations hospitalières selon des bonnes pratiques. Et il y a l'exemple notamment aux États-Unis de Civica, un regroupement de structures universitaires qui permet de faire cela, et c'est sans doute effectivement une des actions à mettre en œuvre. Enfin, effectivement, l'importance à la fois au niveau français mais encore plus européen d'avoir des stocks tournants de 2 mois sous la responsabilité des laboratoires qui permettent de faire tampon en cas de tension, et qui pourrait être également une obligation qui leur est demandée. Ce qu'on fait dans l'ordre. Tout a été dit, hein, du pilotage à la souveraineté, aux obligations. Peut-être un petit peu plus de lisibilité dans tout ce qui se dit sur les pénuries et sur les tensions d'approvisionnement. En fait, on est nourri beaucoup par les médias, pas mal par les rapports. J'ai lu très vite hier soir le livre blanc de l'Académie de pharmacie, qui donne énormément de solutions, qui ont toutes d'ailleurs été proposées ici. La lisibilité, ça tient aussi aux classifications. Quand on regarde la liste ATC, on ne retrouve pas nos spécialités. Quand on compare entre sociétés savantes sur quels médicaments nous travaillons, donc j'en ai fait l'expérience minute avec M. Frima, on se retrouve sur plusieurs listes ATC. Ça ne correspond pas aux soins, ça ne correspond pas au processus de soins. Donc peut-être plus de lisibilité, et ça rentre un petit peu dans le paquet de pilotage et information avec l'ensemble des partenaires pour prendre justement ces décisions. L'étranger, on a été nourri par toute l'actualité nord-américaine en ce qui concerne les tensions et les pénuries, puisque il y a 20 ans, ils étaient déjà dans une situation, mais là dans un marché dérégulé, où ils cherchaient des solutions. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils n'ont pas plus trouvé de solution, mais en tout cas, on a pu anticiper les problèmes. Donc, on a pu profiter de leur expérience. Mais il n'y a pas de solution, si ce n'est qu'à un moment, l'État américain, le gouvernement américain a pris des décisions justement sur les matières premières et sur ces listes, et d'où la liste de la FDA qui a été produite à ce moment-là, de façon à rétablir une forme de contrôle et souveraineté. Alors, est-ce que c'est national ou européenne? Je pense qu'il va falloir à un moment discuter avec nos partenaires européens. S'agit-il d'aller faire une réglementation qui utilisera la proposition la moins disante en Europe? Je ne l'espère pas. Mais néanmoins, c'est une discussion européenne obligatoirement. Sinon, on va rétablir la pharmacie centrale des hôpitaux, et je pense que c'est la pire des mesures. Il faut que, d'une certaine façon, elle soit partagée par nos partenaires européens. Donc il faut déjà qu'on fasse une proposition française. Alors j'ai évoqué tout à l'heure des solutions très concrètes pour le Belatacept, mais je pense qu'on peut réfléchir avec un peu plus de hauteur sur ce qu'implique cette histoire et toutes les autres dont on a entendu parler en termes de désintérêt de l'industrie pharmaceutique pour un certain nombre de produits, de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur.
Le Belatacept, d'ici 3 ans, il passera dans le domaine public. Donc nous sommes assez inquiets en fait, du désengagement de BMS, qui se traduit notamment par cette pénurie sans fin. Et par l'incapacité aujourd'hui de nos autorités sanitaires de forcer BMS à assurer la production adéquate de son médicament. Je pense qu'en termes de réflexion, on peut regarder ce qui s'est passé aux États-Unis, où plus d'1 millier d'établissements de santé qui étaient lassés des difficultés de gestion de pénurie de médicaments se sont organisés sous la forme d'une structure coopérative pour réorganiser la production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à prix coûtant. Donc c'est une expérience qui existe, ça s'appelle Civica-Rx. Et on pourrait imaginer qu'en France, voire en Europe, il y ait la création d'un établissement français ou européen du médicament dont ce soit la mission finalement, d'établir des partenariats publics-privés avec des acteurs qui aujourd'hui sont impliqués dans la production de médicaments pour imaginer une production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à prix coûtant et non-profit, de façon à la fois à relocaliser l'ensemble de la production en Europe et puis à assurer un accès aux patients qui ne soit pas entaché par ces pénuries qui dépendent bien sûr de l'engagement ou du désengagement des industriels. Merci pour vos réponses. Je vais passer la parole à mes collègues avec d'abord Madame Müller-Braun qui s'est inscrite. Merci, mesdames et messieurs, pour les propos très intéressants, mais aussi inquiétants que vous nous présentez. Je rebondis sur votre dernière intervention, madame. Alors, moi, je viens de Strasbourg et il y a le Parlement européen et on est en contact avec des parlementaires. Or, au Parlement, moi, on m'a fait savoir qu'il y avait un rapport d'une parlementaire, Colleen Oesterlé, qui, justement, au niveau du Parlement, on pensait à créer cet établissement public qui permettrait de racheter donc des molécules qui sont pas chères ou qui sont hors brevet et de pouvoir les refabriquer au niveau européen. Donc, c'est quelque chose qui est déjà proposé par certains parlementaires et ce serait une solution au moins pour... Vous nous avez expliqué que les médicaments peu chers, les molécules peu chères, qui n'intéressaient plus les industriels, étaient laissés malheureusement de côté. Et c'est là que la puissance publique européenne, forcément, puisque il ne faudrait pas que ce soit national, on n'y arriverait pas, mais aurait un intérêt à se saisir et à racheter donc, et à refabriquer ces molécules de base. Je crois que ce serait... peut-être intéressant qu'on puisse se rapprocher de ces porteurs d'idées qui sont au niveau du Parlement. Mais voilà, c'est des solutions qui semblent intéressantes, mais urgentes, parce que quand on vous entend, c'est très triste d'arriver. Alors, on a bien entendu que ça fait plus de 20 ans que la sonnette d'alarme est tirée, qu'on a vu certains ministres et beaucoup de gens tirer cette sonnette d'alarme, et qu'aujourd'hui, encore ce mois-ci, vous dites qu'il y a des médicaments qui disparaissent. Voilà ce que je voulais exprimer. Merci. Merci Laurence. Je vous propose, avant d'y répondre, peut-être juste que vous écoutiez les questions de 2 autres collègues sénatrices. Il s'agit de Madame Gruny et de Madame Jacquemet. Puis après, je vous propose de répondre à mes 3 collègues. Merci pour vos propos. Moi, je suis avec ma collègue Laurence Harribey à la Commission des Affaires européennes sur justement l'Europe du médicament. Et l'Union européenne, en matière de santé, n'est pas une compétence pleine, mais une compétence d'appui, ce qui pose quand même des difficultés. Quand il s'agit de la crise comme on a vécu avec le Covid, effectivement, il y a eu, on va dire, une meilleure collaboration, mais c'est quand même très, très compliqué. Dans ce cadre-là, on a été sollicité par des groupements, fédérations de PME, en fait, de laboratoires, mais sous forme de PME, de petites entreprises françaises, qui nous ont dit le gros sujet, ça reste l'ONDAM et la clause de sauvegarde.
Et que tant qu'on n'aura pas ça, de toute façon, la France, elle ne sera pas prioritaire par rapport aux entreprises, à moins d'étatiser, effectivement, là, ce sera autrement. Mais en revanche, vous ne pouvez pas, d'ailleurs, c'est monsieur le professeur Fréma qui a parlé des remboursements qui sont en dessous des coûts de revient. Aujourd'hui, ce que nous ont dit, et on a reçu 2 fédérations, on a été sollicité par 2 fédérations, nous ont dit que ce soit la Chine ou l'Inde, ils ont fait leur choix de marché et donc ils préfèrent ne pas vendre en France. Donc derrière, les pénuries, elles sont là. Et les princeps, ils sont pas faits chez nous. Donc on est relativement coincé. La clause de sauvegarde également. Donc ça, le gouvernement aujourd'hui ne répond pas du tout à ces attentes-là et à ces réponses-là. Donc tant qu'on n'aura pas fait ça, enfin moi que vous me disiez qu'il y ait autre chose, je pense qu'on n'avancera pas. Nous, on a proposé aussi des stocks. Faire des stocks dans des entreprises, ça a un coût. Qui porte le coût ? Nous, on l'a proposé en disant que les États devaient aider financièrement à porter le coût des stocks qu'on pourrait exiger sur les médicaments dits essentiels, critiques, etc. Voilà. Merci, bonjour, merci pour vos propos. Moi, je voudrais revenir sur le petit document qu'on nous a transmis et ce que j'ai réussi à lire dans les propositions que vous faites, professeur Fréma. Vous marquez éviter le gaspillage des médicaments. Alors, est-ce que vous pensez que distribuer les médicaments à l'unité serait une solution pour lutter un peu contre la pénurie? Moi, je prends l'exemple, je suis vétérinaire et nous, ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'on détaille les plaquettes d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires en fonction du poids de l'animal et de la durée du traitement. Alors, je suis toujours étonnée qu'on ne fasse pas de même pour la médecine humaine. Et puis, vous marquez aussi permettre une réutilisation raisonnée des matériels. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Et voilà, je trouve que ce sont des mesures de bon sens. Merci. Pour ce qui concerne le gaspillage, c'est ce que vous avez noté. Alors, dans quelques jours, la SFNDT publie un livre blanc sur la dialyse verte. Et il y a une dimension environnementale. Si on jette 10%, 20% du médicament parce qu'il n'est pas utilisé, ça pollue et c'est vraiment du gaspillage. Il y a aussi la problématique, c'est pas le médicament, mais par exemple un set de préparation pour la pose d'un cathéter, vous avez toujours 40-50% de matériel en trop. Dans le set, ça a été montré. C'est le pont vers le réutilisable. À partir du moment où on considère qu'un dispositif est jetable, on ne peut plus le réutiliser, même s'il n'a pas été utilisé. Enfin, il y a peut-être tout un champ de réflexion à faire. On n'a pas besoin de compresses stériles pour tous les soins, par exemple. Enfin, vous voyez, on est allé. Je sais que la SFAR propose de revenir à des blouses en tissu pour ne plus utiliser ces blouses jetables. Enfin, on est un petit peu à un tournant. On doit se remettre en cause globalement par rapport à des normes qu'on a poussées. Qui est-ce qui décide de ces normes, justement? À quel niveau est-ce que ça peut se retravailler, ça? Parce que je suis entièrement d'accord avec vous, on voit parfois des sets, on prend une pince, une paire de ciseaux, et puis tout le reste, ça part... Alors, qui est-ce qui est responsable de ces normes? Et à quel niveau, voilà, justement, est-ce qu'on peut intervenir pour faire changer certaines choses? La composition des sets... Enfin, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis néphrologue. Historiquement, c'était l'établissement qui préparait les sets. Avec le matériel, ça venait de la stérilisation. Aujourd'hui, c'est des sets qui sont fournis par l'industriel avec trop de matériel dedans. Donc je ne sais pas s'il y a une norme par rapport à au conditionnement, mais on pourrait réfléchir ensemble, quoi. Enfin, il y a toute une dimension d'ajustement aux besoins réels qui est à penser aussi, quoi. On ne peut plus se permettre de gaspiller aujourd'hui. Monsieur Chirac voulait apporter une réponse. Je voulais juste vous dire qu'il reste à peu près 5 minutes, donc si on peut tout synthétiser. Oui, merci.
Alors l'ONDAM, je ne sais pas, parce que sur les 29 pays concernés en Europe, tous ont des pénuries de médicaments, et donc il n'y a pas d'ONDAM dans les autres pays. Donc ça fait partie souvent des propositions un peu simplistes de certaines firmes pharmaceutiques. Certes, il faudra imaginer que certains médicaments soient plus chers, les médicaments anciens, mais il faut aussi des obligations et des sanctions. Et la question de la délivrance à l'unité, ça m'a fait penser que peut-être pour un argument supplémentaire pour en fait rapatrier en Europe de la production de matières premières, ou pour des questions de souveraineté, des questions environnementales en fait. C'est-à-dire si on prend en compte l'empreinte carbone d'une part et les pollutions liées à la production pharmaceutique, eh bien, il est assez clair qu'il faut aussi rapatrier des productions pharmaceutiques en Europe et pas se débarrasser de ça dans des pays tiers qui, de toute façon, enfin, en Chine aujourd'hui, des usines pharmaceutiques de matières premières ferment dans le cadre de la lutte contre la pollution en Chine. Il faut bien avoir conscience de ça. C'est un des éléments de pénurie de médicaments. Donc, utilisons cet argument politique de l'environnement. Le fait de mieux respecter les normes environnementales va de toute façon entraîner un surcoût de médicaments qu'il faut accepter. Voilà, c'est tout. En 15 secondes, pour répondre à la question du reprocessing, la réutilisation de matériel à usage unique, l'Europe avait proposé aux États de choisir entre des politiques de reprocessing ou pas, et en avril 2022, la France a répondu non. Donc pas de réutilisation possible de matériel à usage unique. Alors c'est logique, il y a un élément de sécurité, mais chez nos voisins allemands, par exemple, il y a toute une industrie de reprocessing, de cathéters, d'éléments. Ça touche beaucoup la cardio-interventionnelle, mais puisqu'on n'a pas le temps, je vous propose qu'on se contacte. On a un comité développement durable absolument incroyable dans notre société qui s'est intéressé à tous ces points-là, et qui, en ce qui concerne le gaspillage, c'est sur tous les dispositifs médicaux. En revanche, je ne suis pas sûr pour le médicament qu'il y ait vraiment quelque chose d'extrêmement important à gagner. Voilà. Oui, Madame Beaupère. Juste très rapidement, effectivement, le financement, c'est-à-dire de 2 mois de stock tournant par les États pour les labos serait sans doute quand même une solution intéressante. C'est une sorte d'avance que l'on fait d'avance de trésorerie quelque part que l'on fait. Et pour finir effectivement sur l'ONDAM, c'est le sujet que j'évoquais en préambule sur les radiations par exemple. Et c'est vrai que le fait d'avoir une loi de programmation pluriannuelle qui sort de l'annualité budgétaire et qui permet d'avoir des priorités et de pouvoir les confronter à des logiques budgétaires plus annuelles et plus comptables est sans doute quand même quelque chose de majeur. Merci. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à ma collègue sénatrice du Bas-Rhin, Laurence Muller-Braun? Concernant l'établissement public. Oui, c'est très bien, de même que Civica qui a été cité, c'est-à-dire la collaboration entre, voilà, comme aux États-Unis, mais en fait, il faut utiliser tout un tas de moyens, mais effectivement, les pharmacies hospitalières peuvent faire des médicaments, et le font déjà aux États-Unis, aux Pays-Bas, dans d'autres pays. Donc, il faut envisager tout un tas de possibilités. Il n'y aura pas une solution unique, hein, je crois que... Mais ça fait partie effectivement des solutions qui pourraient être apportées. Sur les expériences quand même que l'on a qui sont diverses. Il y a des expériences donc aux États-Unis, en Suisse, au Brésil, avec la fondation Osvaldo Cruz. Il y a des expériences qui sont multiples et variées, qui peuvent être utilisées. Et je suis d'accord, s'il n'y a pas une solution, mais il y a une multitude de solutions. Mais déjà là, dans notre échange, si on recense, et on va recenser toutes les propositions que vous avez pu faire, on a quand même un grand choix de propositions. Je vous propose aussi encore des questions. Je vous propose de lever la séance. Si vous avez des informations à nous transmettre individuellement ou collectivement, bien sûr, n'hésitez pas. Donc, voilà. Merci infiniment.